visa. Copine de visa. Bienvenue dans le podcast Copines de Visa. Je suis Sabrina et avec mon amie Julie, nous allons partager notre vie d'expatriés en Argentine. À chaque épisode, nous ferons un exercice d'art-thérapie autour d'une discussion. Au fil du temps, nous vous partagerons notre parcours, nos histoires et nos doutes. Bienvenue dans Copines de Visa. Merci pour votre écoute. Copine de visa. Ouais, je fasse un montage. Bienvenue dans notre nouveau podcast. Qu'on appelait Copine de visa. Ça me faisait bizarre de parler en français. Le podcast où on va partager autour d'exercices d'art-thérapie notre vie et ce que l'on a vécu ces derniers mois parce que nous vivons en Argentine. Je suis Sabrina Et je suis Julie. et on va commencer puis on va se présenter tranquille en fait, c'est ça qu'on va faire. Ok. Il y a un peu de stress. Comment tu te sens de faire Si. cet exercice? Et je suis contente parce qu'on va tester une nouvelle consigne que j'ai créée. Ah, qui trop m'a bien. inventée. Et parler à la caméra, comment tu te sens? Je suis stressée. Donc, toi tu la sais, mais admettons que tu ne saches pas la consigne. Est-ce qu'on l'explique? Est-ce que vous voulez refaire l'exercice d'art-thérapie? Ça peut. Ça peut, ok, alors c'est parti. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un tableau de visualisation. On est en train de préparer un atelier et comme on prépare cet atelier, on en profite pour le tester. Puis du coup, on en profite pour faire notre podcast en même temps et tester ce nouveau format de podcast qui est un peu de raconter nos vies et comment on est arrivé là, à vivre en Argentine, ensemble, à se retrouver à l'autre bout du monde. Vas-y, Paul, Anecdote, j'ai envie de raconter l'anecdote qu'on vient de... vas-y. Ah, mais on va la raconter. On va la raconter devant. Ah, suspense. Restez avec nous, vous saurez quelque chose d'incroyable. Ok, Ok, donc l'exercice qu'on va faire, comme on a dit, c'est pour les racines. les racines. Donc, c'est la consigne texto, c'est dessine les racines de ton arbre, nada más. Dessine les racines de ton arbre. Et alors, attends, parce qu'il va falloir qu'on se donne un timing, sinon 30 minutes 3 minutes? 30 30? 20 Ouais, 10. 10 Ouais, oui, 10. Alors, si vous entendez un bruit de chien, ceux qui sont en audio, c'est Aiko qui vient de mon chien, qui va participer au podcast. Voilà. Et alors, pour commencer la discussion... Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié. oui. Ça va être difficile de parler en même temps que... Eh ben, oui, mais c'est l'objectif du podcast. Comment est-ce que, quand tu étais petite, c'était quoi ton rapport à l'étranger? Eh ben, aucun. Tu voyageais pas ou tu voyageais? Mes parents, nous, on vivait dans une ferme Ok. avec des chevaux. Ouais. Du coup, ça a toujours été les chevaux ou les vacances. Il y avait beaucoup de chevaux ou... ouais, on en avait 10. Et on a toujours fait de la compétition. Enfin, moi, ma vie, elle tournait toujours autour des chevaux. Et voilà, ça a été une proposition de nos parents de dire est-ce que vous préférez faire des compétitions et être avec les chevaux ou est-ce que vous préférez aller à la mer 3 semaines l'été? Et du coup, avec mon grand frère, on a toujours dit on veut pas de voyager quand j'avais 20 ans, je crois. C'était quoi ton premier voyage? C'était très drôle ce voyage. C'était dans une soirée de lycée, soirée qui se passe très mal pour moi. Et je rencontre une nana que je connaissais de vue et qui me dit « Ah, j'ai une fille là qui vient d'annuler, on devait être 5. » Et du coup, le budget, ça change tout et tout. Je lui dis « Vous allez où ?» On va en Croatie, Monténégro, Bosnie pour 3 semaines. Ah bon, sympa. Avec ses correspondants mexicains, brésiliens et son frère. Ok. Et du coup, je dis, attends, il faut un passeport. J'avais pas de passeport à l'époque. Elle me dit, non, t'as une carte d'identité. Je fais, oui. Et elle me dit, écoute, ça suffit. Et le lendemain, j'ai acheté mon billet et je suis partie en vacances avec eux. Et c'était génial. Une des meilleures vacances de ma vie. Donc 3 semaines. Ouais. Et toi? Alors moi, petite, si on voyageait beaucoup. Moi, j'ai toujours voyagé. Mes parents, ils avaient vachement de moyens quand on était petits. Après, ça a changé, mais on avait vachement de moyens. Donc on partait. Et on partait dans des destinations assez lointaines. Donc on est parti... je suis partie très jeune en Suisse, en Tunisie. On a beaucoup été en Tunisie. On est parti en Angleterre. C'était toujours pendant l'été. Espagne, non. Il y avait un peu toutes les vacances
On allait aussi un peu à Marseille et tout, on allait un peu en France aussi, mais à l'étranger, c'est vrai Ok. qu'on voyageait pas mal en Europe. Et un peu comme ça, on se faisait des vacances, mais c'était pas vraiment les vacances à l'aventure. Moi, c'est vrai que j'ai des parents qui n'ont pas forcément cette tradition d'aventure. Donc, c'était plutôt des vacances un peu organisées, dans des endroits plus aseptisés. Et c'était bien, hein. Enfin, je veux dire, pour les enfants, c'était très sécure, avec des clubs enfants, des trucs comme ça, tu vois, où on peut s'amuser. Le Club Med. Ouais, un peu ce genre de choses. Premier voyage très large que j'ai fait, très grande distance, c'était pour la Corée, parce que mon frère, il a habité en Corée pendant 15 ans. Et du coup, on est allé pour le mariage, parce qu'il s'est marié à une Coréenne. Et donc, du coup, on a été en Corée, et c'est là où j'ai découvert la Corée. Et t'y restais, toi, si je me souviens bien. Ouais, j'y suis retournée après pour étudier. Donc, j'ai dû y retourner, ça devait être 4 ans après, 5 ans après, quelque chose comme ça. J'y suis retournée une fois en vacances, et après, j'y suis retournée pour passer 6 mois en échange universitaire. Trop bien. Et il y avait ton frère j'ai encore, adoré. ouais. Et il y avait encore mon frère, ouais, qui est resté. Trop Bon, ça bien. fait pas longtemps qu'il est rentré en Europe, mais, Ok. mais ouais, c'était vraiment chouette, quoi. Il y avait vraiment cette vibe différente. Je sais pas, qu'est-ce que tu dirais, toi, c'était quoi ton premier grand choc culturel? Ben, je pense que c'était en Bosnie, quand on est arrivé dans une ville, parce qu'il y a eu la guerre, il y a eu une guerre civile qui n'a pas si longtemps que ça. Et il y avait encore les traces de balles sur les murs. Ah ouais. Alors, culturel, oui, c'est quand même culturel quand même, parce que la guerre n'a pas fait partie de notre enfance, mais ouais, c'est un petit choc quand même. C'est un choc de ce qu'ils ont vécu, quoi. Ouais, mais en soi, même là, tu vois, j'ai jamais eu l'impression d'avoir de choc culturel. Je pense que j'ai une capacité d'adaptation. Même en Argentine? Ouais, non. Ou alors c'est des petits manques du quotidien, mais c'est pas un choc de culture, quoi. Moi, je crois que j'en ai eu un gros quand j'étais jeune, dans un de mes premiers voyages toute seule, justement en Corée ou au Japon. Mais là, c'est complètement différent pour le coup. Bah ouais, c'est des cultures qui sont très différentes. Donc, je me souviens d'avoir été un peu choquée par un espèce de racisme anti-blanc qu'il peut y avoir dans ces pays-là. Et de m'être fait insulter, moi, dans le Ah métro. putain. Mais ils sont blancs là-bas. Oui, mais en fait, il y a vraiment toute une réputation autour des points. C'est vraiment particulier. Je me souviens d'avoir été un peu choquée par ça. Et puis après, en même temps de le comprendre, en même temps de le dire, c'est aussi ce que plein de gens, malheureusement, peuvent vivre en France. Donc ça te replace aussi un peu dans une forme d'humilité, hein, parce que Si, quand même. en tant que blanc, on est quand même très privilégié dans plein d'endroits. Donc ça replace dans une forme d'humilité de vivre ça aussi. Donc je crois qu'il y avait ça. Et puis en Corée, c'est vraiment la sûreté. C'est vrai que c'était aussi un pays où je me suis jamais sentie en danger, en tant que femme et en tant qu'humain. C'est-à-dire qu'à 4h du matin, tu pouvais dormir dans la rue, il ne se passe rien. Ou j'ai des anecdotes de ma belle-sœur qui m'avait dit un jour, j'étais en train de retirer de l'argent et puis j'ai oublié l'argent au distributeur parce que là-bas, ils vous rendent la carte avant de vous donner l'argent. Elle a oublié de récupérer cet argent et elle était revenue et les gens lui avaient gardé. Il y avait quelqu'un qui l'attendait pour lui donner. Ça, c'est un truc qui paraît tellement fou aujourd'hui. Alors moi, pas sur l'argent, mais ça m'est passé en Argentine. J'ai oublié ma carte au distributeur. Je suis partie avec l'argent, j'ai laissé ma carte et quelqu'un m'a rattrapé quand même. Mais je pense qu'en Argentine, ils ont quand même cette... Bon, ça dépend sur qui C'était à tu tombes, Bariloche, mais- ceci dit. Ouais, mais Voilà. je pense qu'ils ont quand même cette culture d'essayer de bien faire. Ça dépend vraiment de la culture, mais au Japon même, je crois que c'est illégal d'ailleurs de garder quelque chose que tu trouves dans la rue comme ça. Ah ouais? Ouais, et tu peux aller en prison pour ça. Je crois vraiment en plus en prison. Je ne vais pas dire n'importe quoi, mais il me semble que... Je crois que ouais, c'était ça. Et la position de la femme aussi. Tu vois, en Corée, il y avait vraiment cette histoire de position de la femme. Puis dans le monde, en fait, ça souvent, je pense que c'est peut-être ce qui me marque le plus, la manière dont les femmes sont Si. approchées. En Tunisie, et tous les 2 mètres, on t'appelle gazelle. Et enfin, en tout cas, à l'époque, moi, quand j'y allais, il y avait vraiment ça. Et t'as des propositions d'épousailles pour Ah, putain, quelques j'aurais pas chameaux pensé, tu et vois. quelques... Ouais, si. T'as des propositions Et tu d'épousailles t'étais pour voilée quelques ou pas? chameaux. Non, du tout. Non, il n'y a pas du tout cette culture... en tout cas, à l'époque, parce que maintenant, ça a peut-être changé. Ça fait bien longtemps que j'y suis pas retournée, donc je ne veux pas dire de bêtises. Mais à l'époque, il y avait vraiment une culture très ouverte. C'est plus un peu une culture de... c'est un peu charmant de dire ça, tu vois. Et je pense qu'ils le disent un peu Ouais. à toutes les touristes. Et puis, je pense qu'il y a quand même derrière un peu l'objectif d'épouser une européenne, ça c'est sûr. Mais moi, j'étais une enfant, donc c'était plutôt Oui. pour rire. Donc, mais souvent, tu te fais proposer des épousailles pour quelques chameaux et quelques chèvres. Bon, c'est rigolo. Je trouve que ça fait partie du folklore parce que c'est pas très embêtant.
En Corée, ils t'embêtent pas pour des questions de harcèlement ou choses comme ça, mais il y a une place de la femme où il faut que tu restes un peu plus à ta place, quoi. Tu peux pas déborder d'une certaine place. C'est quoi la place de la femme en Corée? Et ben tu vois, ça me fait un peu penser aux années 50, quoi. C'est-à-dire que la femme, une fois qu'elle est mariée, elle doit retourner à sa place et elle doit élever les enfants. Même s'ils ont une espèce d'avancée culturelle là-dessus, il y a encore vachement de tabous. Et il y a encore vachement cette idée de rester centré sur la famille, en fait, de s'oublier un peu pour que l'homme puisse réussir sa carrière. Je pense qu'il y a encore vachement cette énergie-là. Alors, pareil, c'était il y a 10 ans, donc peut-être que ça a changé parce que maintenant la Corée, c'est vachement plus ouverte. Mais néanmoins, moi, il y a 10 ans, c'était vraiment ça qui se jouait. Et donc, du coup, moi, n'ayant pas un caractère très discret, et ben c'est vrai que c'était pas toujours hyper bien perçu, quoi. Donc voilà, ça c'était les gros chocs. Et qu'est-ce qui définit ton envie de voyager? Qu'est-ce qui définit mon envie de voyager? Ouais, pourquoi tu voyages? Qu'est-ce que tu vas chercher dans le voyage? Qu'il y a des gens tout le monde va chercher un truc différent dans le voyage. Mais en fait, je saurais pas dire si j'ai vraiment beaucoup voyagé. Quand je vais quelque part, j'y vis. Non, oui, parce que tu l'as pas dit, mais tu as vécu aussi à La Réunion, alors c'est pas l'étranger. Mais enfin, c'est un peu étrange. Oui. Si ce n'est pas étranger. J'ai habité donc 2 ans à La Réunion, où je bossais là-bas. Je suis allée finir mes études aussi. Et en fait, c'était tellement bien que je suis restée 2 ans. Je vais pas vraiment... C'est très bizarre, hein. J'ai quand même quitté un job de rêve, une situation vraiment qui était totalement parfaite. Mais parce que j'étais pas entièrement remplie. Donc je suis rentrée en France me former à l'art-thérapie. D'où ce qu'on fait maintenant. D'où ce qu'on fait maintenant, exactement. À La Réunion, tu as quand même un mélange culturel, hein, parce que tu as beaucoup d'hindous, puisqu'à la base c'était quand même une île qui n'appartenait à personne. Donc il y a une communauté chinoise, français du coup. Tous les jeunes qui terminent leurs études, ils font tous les jeunes métropolitains français, je veux dire, beaucoup d'Espagnols aussi, viennent à La Réunion. Et c'est leur premier travail, on va dire. Ok. Donc, tu as quand même une dynamique assez jeune de vida loca qui, au bout d'un moment, je pense, est aussi un peu fatigant parce que tous les gens restent 6 mois et s'en vont. Donc, tu es en rotation permanente. Sans cesse, tu dois rencontrer des nouvelles personnes. Alors, moi, j'ai eu de la chance. Je suis tombée dans un groupe qui sont restés encore. Donc, ça va. Tu te fais quand même un petit cocon. Cocon protecteur. Et là, je suis en train de me dire, je suis encore en train de faire de l'abstrait et toi, je vois plein de trucs sur terrasse. Oui, je te vois aussi. Je me disais, t'es vachement d'abstrait. Mais c'est hyper drôle parce que du coup, dans le tableau de visualisation, je pense que c'est là où tu vas pouvoir remettre encore plus de réalité. Voilà. Fais ton abstrait parce qu'après, on sort de l'abstrait. Oui, je fais mes petits éléments essentiels à la vie. Exactement. Il y a des petites molécules. Oui, c'est ouais. Je pensais à ça, au fait que tu dises quand j'arrive quelque part, j'y vis. Moi, dans le voyage et dans cette manière de voyager, c'est vrai que j'aime bien m'installer, ou si je ne m'installe pas, j'aime bien vivre comme les locaux ou faire comme si je vivais comme les locaux. Donc je me souviens quand je suis partie au Canada, j'y suis restée 10 jours, et sur les 10 jours, tu vois, tout le monde t'aurait dit d'aller bouger, donc je suis partie au Québec. Ouais. Et tout le monde m'avait dit, tu peux aller voir ci, ça, va voir Québec, va voir... Alors, je n'ai rien contre les gens qui font ça, je trouve ça super, tant mieux. Mais moi, j'aime bien rester à un endroit. Et donc, du coup, on était restés, avec mon compagnon de l'époque, on était restés très, très dans Montréal, en fait. On avait juste fait une petite excursion autour, mais sinon, on était restés à Montréal. Et moi, j'avais adoré. Je crois que je me projette assez vite dans les endroits où je me dis... Il y a beaucoup d'endroits où je me suis dit, je pourrais vivre ici, et en ça, je me rejoins dans cette adaptation que tu peux avoir. Si. Se dire, oui, en fait, peu importe où je suis, j'arrive toujours à trouver un endroit sécure, j'arrive toujours à me faire quelques potes, j'arrive toujours à rencontrer du monde. Et finalement, tout va bien. Je vois très bien ce que ça veut dire de pouvoir vivre avec les gens et de se dire, en fait, je reste là, quoi. Enfin, tu vois, je suis bien. Pourquoi je resterais pas là? Ça, et en même temps, le seul endroit où vraiment je me suis dit, allez, là, c'est un appel du cœur, c'était l'Argentine. Le reste... Et t'en avais déjà entendu parler? Et non, c'est ça qui était fou. C'est qu'en fait, moi, j'ai toujours été attirée par l'Asie. Mais tout en sachant que je voudrais pas y vivre, tu vois. Mais mon grand truc, c'était le Japon. Puis moi, je suis une passionnée des films de Miyazaki et tout. Enfin, voilà, je suis vraiment... depuis petite, je suis baignée là-dedans. Et je sais pas, j'ai vraiment une passion. Le Japon, je trouve ça... J'adore leur culture, j'adore la manière qu'ils ont de voir leur culture. Pour autant,
je suis pas sûre de pouvoir y vivre. Encore une fois, parce que peut-être je suis La trop... différence aussi. Ouais, quand puis je suis même, trop bruyante. Enfin, voilà, je pense qu'il y a Ouais. trop de... il y a trop de différences culturelles pour moi et je pense que ce serait dur de m'insérer et de m'y sentir à ma place. Et l'Amérique du Sud, c'est marrant parce que je me souviens très bien, on m'avait dit mais tu voudrais pas aller voir l'Amérique du Sud? Et j'avais dit bah non, ça m'attire pas du tout. Puis je me rappelle, c'était il y a 5 ans, un truc comme ça. Je dis non, moi vraiment c'est pas l'endroit qui m'attire et dans mes destinations c'était absolument pas sur le truc. Puis l'Argentine elle est arrivée parce que j'ai rencontré des Argentins. Ils ont commencé à me parler du pays et il y a un truc qui a cliqué et connecté en moi. Il y a un Ok. truc qui a dit, ok, bah c'est là. Et à partir de ce moment-là, j'ai tout mis en place pour venir. Ça, on racontera dans un autre épisode. mais du coup, c'est comme ça qu'est arrivée l'Argentine à moi. Et toi, t'avais des rêves d'Amérique du Sud? Si, ça a toujours été un peu un... Alors à la fac, j'avais un pote qui était bilingue espagnol et qui lui avait déjà été. Et tu vois, on avait un peu ce rêve de traverser l'Amérique du Sud en sac à dos. C'était un peu un truc qui planait là, mais bon, un peu inaccessible, tu vois, parce que déjà dans ma famille, voyager, bon, voilà, ils sont pas habitués. Alors une femme seule, sac à dos, laisse tomber. Bah ouais. Donc dans mon esprit, c'était bon, je vais attendre d'avoir quelqu'un qui peut voyager avec moi. Mais, bon, Ah, cette attente, je l'ai eu tellement de fois. mais ça venait jamais en fait. Maintenant, et en vrai, tu vis pas ta vie, c'est l'enfer. Ouais. Bon, du coup, après, j'étais habitée quand même 2 ans à La Réunion. Comme j'ai fait 6 ans d'études, bon, mais pendant ce temps-là, j'étais occupée, quoi, donc je pouvais pas voyager. Et après La Réunion, j'ai eu un peu ce déclic de dire, bon, allez, là, il faut se bouger, il y a un truc qui va pas dans la vie, je sais pas quoi faire. Et on reparlait d'un peu de ces rêves, là, de ces visualisations, rêves d'enfant. Et ouais, c'était toujours été un rêve de voyager. Ah, mais non, en fait, je sais pourquoi. En fait, j'ai eu une coloc, son frère a ouvert un hostel en Colombie. Et donc ça, c'était ma dernière coloc avant que je quitte tout. Et elle me dit, bah écoute, là, je pars un mois en Colombie, tu veux pas venir avec moi? J'ai pas envie d'y aller toute seule, là. Je suis, bah écoute, moi, je bossais encore à cette période-là, j'ai 2 semaines, puis on regarde les billets d'avion, c'était pas cher. Je dis, bon, bah écoute, je viens avec toi. Et en fait, je pense que ça, déjà, ça m'a rassurée et ça m'a fait voir qu'est-ce que c'était l'Amérique du Sud. Ouais. Et suite à ça, je suis revenue et je suis partie faire mon premier volontariat en Italie pendant 1 mois. Et après, j'ai un peu alterné France, Italie. Et dans mon dernier volontariat, j'ai rencontré un petit Uruguayen que j'ai beaucoup aimé, en fait, qui m'a beaucoup rassurée. Il y avait quand même toute une communauté sud-américaine dans ce volontariat. Et en fait, ça a accroché, c'était tous mes amis, tu vois. Donc je me suis dit, bon, peut-être qu'il y a un truc à faire là-bas. Et lui, il m'a rassurée en disant que l'Uruguay, c'est quand même un des pays quand même assez sûr pour commencer ton voyage, nanana. Et du coup, je disais à tout le monde, bon, mais là, je pars en Amérique du Sud, mais j'avais toujours pas acheté mon billet. C'est un truc que tu fais souvent, ça. Ouais, du coup, je l'ai acheté et je suis partie en Uruguay. À la base, je voulais aller en Colombie, mais j'avais pas vraiment trouvé de volontariat qui me plaisait. Comme je parlais pas espagnol, je voulais commencer avec un volontariat. Donc, je me suis mis à chercher sur l'Uruguay. Et en fait, là, j'ai trouvé le volontariat de rêve. Et du coup, je suis partie, quoi. En disant à mes parents, je sais pas combien de temps je pars. Mais non, dans 3 mois, t'es là. Ben oui, ça fait 1 an et demi. Donc voilà, comment je suis un peu... Et l'Argentine, oui, je voulais y passer parce que c'est pays limitrophe avec l'Uruguay. J'avais pas vraiment d'idée de ce que je voulais faire. Moi, je cherchais un peu en fonction des volontariats qui me plaisaient. Bah, tu raconteras dans un autre Ouais. épisode exactement comment t'es arrivée ici, alors. Ouais, Mais t'es venue par hasard, en fait. par hasard. Ah, c'est incroyable. Je repensais à ce qu'on disait sur les rêves d'enfants. Et je me disais, c'est vrai que je pense que depuis petite... Tu vois, c'est marrant ce que tu disais. Tu disais, je me sentais pas d'y aller Ouais, parce que j'avais envie d'y aller avec quelqu'un. ouais, Et moi, je pense que j'ai toujours eu cette croyance, déjà que l'Amérique du Sud, je pense qu'elle est très perçue en Europe comme dangereuse. si, tout à fait. Et on n'a aucune idée, en fait, de ce qui se vit en Argentine, Non. si on n'a jamais entendu parler. Moi, dans ma tête, je pense que l'Argentine, je la voyais presque un peu comme le Mexique, quoi. Oui, Oui. dangereux. Avec des maisons colorées, etc. Bon, Ouais, l'Argentine, spoiler, c'est pas du tout ça. Et en fait, j'avais peut-être cette appréhension et cette réputation, mais aussi, je pense que j'avais pas envie de voyager toute seule parce que, je sais pas, ouais, peut-être je me disais que ce serait dangereux, que ce serait dur, que ce serait solitaire aussi, ça c'est vrai. Ouais. Et que je me suis jamais sentie l'âme d'une aventurière.
dit celle qui, du coup, vit en Argentine aujourd'hui. Donc, comme quoi, tout est possible. Et C'est vrai. en fait, par contre, je pense que petite, j'ai toujours eu ce rêve de vivre à l'étranger. J'ai toujours eu l'appel de l'étranger. C'est quelque chose qui me fascine. J'ai une facilité pour les langues parce que maintenant je le sais. Hein. Je vois Oui. bien qu'en 5 mois, j'arrive très bien à parler espagnol, ce qui impressionne beaucoup de gens et qui, en fait, voilà, il y a quelque chose d'assez naturel. Et je me reconnais assez facilement dans le monde. Et je sais pas si ça te fait ça, mais moi, je me suis jamais sentie très patriote. Non, non, tout à fait. Jamais avec l'idée de me dire je suis française et j'en suis très Oui. fière. Alors pour taquiner les Argentins, bien sûr, mais, mais pas dans le sens où, bah oui, je vais vraiment me sentir très 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 française, etc. Non, c'est vraiment pas quelque chose qui m'appelle. Je pense que petite, je me sentais déjà citoyenne du monde. Et en fait, le fait de me sentir citoyenne du monde fait que j'ai toujours voulu habiter dans le monde entier, en fait, parce que pour moi, il n'y a Ouais. pas de frontières. Et je crois que dans le voyage, pour finir sur cette histoire de s'installer ou de rester, moi, ce que j'aime, c'est rencontrer l'autre. Et ce que j'aime, c'est rencontrer ce qu'il a à me dire. Et peut-être dans sa culture, a-t-il des choses à m'apprendre. Et peut-être a-t-il des choses à me partager. Et je crois que c'est ça que j'ai envie de rencontrer au travers du voyage, plus que simplement Plus que voyager, plus voir des jolis les 7 paysages. merveilles du monde. Voilà, exactement. Si, Ça quand m'a même. jamais parlé de. Enfin, ça m'a jamais parlé. C'est beau, mais il y a un truc un peu de cocher des cases. Voilà. C'est-à-dire que j'ai beaucoup d'amis qui font ça, qui vont cocher des cases. Si. Et ben voilà, on va regarder tout ce qui se passe dans tous les pays. On va dire ah bah tiens, ça, je dois aller voir ça, je dois aller voir ça, je dois aller voir ça. Et j'ai encore une fois aucun problème avec le fait qu'on fasse ça. Mais moi, c'est pas C'est ça. pas ton style le voyage. Je préfère rencontrer les gens, je préfère me perdre dans les villes, je préfère aller voir des gens authentiques parce que c'est là où je vis en tout cas moi, c'est là où je vis les meilleures aventures. Si. Je me souviens au Japon. Et c'est ça, en fait, c'est ça quand tu coches, ça veut dire que tu as déjà organisé et que tu laisses pas la porte ouverte à la surprise, à l'inconnu, à du temps de libre qui crée des opportunités en fait, puisque tu as déjà tout prévu. Exactement. Et je trouve que quand tu te perds, il y a quelque chose qui est exaltant et qui est extraordinaire. Je disais au Japon, avec mon frère, quand on y a été, on avait un guide. Donc, on a été à Kyoto, et puis à Kyoto, il y a le chemin des temples. Et sur ce chemin des temples, bah, en fait, ils te disent qu'il faut aller voir tel temple, il est très beau, il est très beau, il est très beau. Bon, à un moment, on se retrouve dans un temple qui n'était pas du tout dans notre guide. Mon frère, il n'est pas très guide, donc lui, il était là, ouais. Mais c'est moi qui avais pris ça, parce que je me disais, ah, bah, ça pourrait être cool d'aller voir ça. Ouais. Et en fait, finalement, le meilleur temple, c'était celui qui n'était pas dans le guide, parce que je me souviens très bien de ce temple, il était très calme, il y avait beaucoup moins de monde, parce que du coup, forcément, s'il n'était pas dans le guide, personne n'allait le voir. Et c'était extrêmement agréable. Et c'est quand tu marches, quand tu te perds, que tu rencontres le petit resto, les gens qui te racontent un truc. Alors, tu peux pas te perdre partout. Il y a des endroits où Non. tu peux mourir si tu te perds. Mais globalement, quand même, les gens sont assez accueillants. Et je trouve que quand tu te perds un peu dans une zone, on va dire, confortable, Oui. c'est là où tu rencontres des aventures que tu n'aurais jamais soupçonnées. C'est ça, en fait, le voyage, finalement. C'est au-delà de rencontrer un pays, tu rencontres surtout Il y a les gens qui y habitent, qui vivent. et toi-même, à Aussi. travers de l'inconnu. Et je crois qu'en fait, mon chemin spirituel et le lâcher-prise a commencé à partir du moment où vraiment je me suis autorisée à voyager. T'avais quel âge? T'avais déjà habité à l'étranger avant l'Argentine, toi? Bah, en La Corée, Corée. 6 mois. Mais sinon, non. Non, sinon, non. Je pense que c'est quand j'ai commencé à voyager seule déjà que ça m'a ouvert la confiance en moi. Bien sûr. Ça m'a ouvert la confiance en l'univers. Et je crois que la vraie conscience sur le chemin spirituel, c'est quand j'ai fait le chemin Saint-Jacques-de-Compostelle, que je suis partie de chez moi et je suis allée jusqu'à la frontière de l'Espagne. Et donc j'ai marché. Et en fait là, j'avais décidé d'y aller en me remettant complètement. J'avais dit c'est une expérience avec Dieu, ça reste la France, voilà, ça reste assez sécurisé. Oui. J'y vais et je planifie rien. Et en fait, je prévoyais pas mes logements, sauf le premier soir, j'avais prévu. Et en fait, Ok. tous les jours, il y avait toujours des gens qui me disaient « Mais tu devrais dormir là, mais tu devrais aller là. » En fait, j'ai toujours rencontré les bons logements. Et c'est dur Au de bon lâcher endroit. ça, non? C'est extrêmement dur de lâcher sa sécurité. Oui. Parce que, en fait, dormir, manger, c'est un peu notre sécurité Bien de base. sûr. Mais en fait, sur le chemin, il y a une telle solidarité, une telle rencontre, et ça va tellement Si. en profondeur que tu trouveras toujours quelqu'un pour t'héberger. Et que je crois même que j'aurais pu carrément éprouver encore plus ma foi et ne pas appeler pour réserver le matin, comme je faisais, j'appelais le matin pour réserver le soir, et y aller direct. et dire j'ai besoin d'une place. Je pense qu'il y a des gens qui font Ils font ça, ça, ouais.
Ou tu as même des gens qui dorment avec une toile de tente et qui vont voir les gens directement dans leur jardin et disent bah voilà, moi je fais le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, est-ce que je peux venir? C'est l'expérience qui est extraordinaire que j'invite chacun à faire parce que c'est vraiment extraordinaire d'aller voyager sur Saint-Jacques-de-Compostelle. Puis tu dois rencontrer des gens extraordinaires aussi. Bah en fait, Non. oui, mais autant que quand tu t'ouvres, c'est juste que c'est un endroit propice. Bien sûr, parce que tout le monde est un peu dans le même, pas dans le même objectif, mais dans la même dynamique, disons. C'est ça, tout le monde est dans cette dynamique et tout le monde est là pour partager et s'ouvre très vite parce que quand tu marches 8 heures avec quelqu'un, tu vois, à un moment donné... Ah bah là, tu peux pas mentir. Bah ouais, la personne, elle te voit dans tes moments les plus sombres, les plus durs, dans les moments où t'en as marre, où tu vas... je me souviens, à un moment, je marchais avec un homme et ça faisait 3 jours qu'on marchait ensemble. Puis à un moment, j'avais mon kawaii, tu vois, le kawaii, il faisait flop sur mes yeux, c'était affreux, j'en pouvais plus. Il pleuvait, ça faisait 2 heures qu'on marchait sur la pluie, et c'était la pluie du Pays Basque, donc tu vois, c'est des rideaux de pluie, on n'en pouvait plus. Et à un moment, j'étais là avec mon truc qui faisait flop, je voyais rien. Et moi, il me dit, oh là là, puis je commence un peu à râler, et puis je me retiens un peu quand même, mais bon, ça fait 6 heures qu'on marche, donc t'en peux plus. Et c'est là où les gens sont hyper solidaires, c'est-à-dire que lui, il me dit, bah attends, il me replie mon petit kawaii, il me le remet bien autour des yeux, puis il me dit, regarde là-bas, parce qu'il avait très bien compris, il me dit, regarde là-bas, il y a des chevaux et tout. En fait, les gens sont vraiment dans une solidarité. Au moment où tu vas lâcher, tu as toujours quelqu'un qui va te récupérer. Si. T'es jamais en danger sur le chemin, tu as toujours quelqu'un qui te prend en stop, quelqu'un qui t'aide, quelqu'un qui est là pour toi. J'aimerais bien, j'ai jamais fait. Marcher toute seule, tu vois, c'est un truc que je sais pas encore si je suis prête. Hein. En fait, si tu vas sur le chemin, tu marches jamais Oui, seule. tu marches jamais seule en fait. Enfin, tu peux, en fait, tout est possible sur le chemin. Si tu as envie de faire ton chemin seul, tu peux dire aux gens, non mais là, tu vois, j'ai pas envie. Ouais. Et les gens, ils sont hyper respectueux et ils vont t'écouter et c'est ok. Mais si tu as envie de parler avec des gens, tu auras toujours des gens à qui parler. Non, mais en fait, c'est pas tellement ça. C'est que je pense, en Italie, j'ai quand même habité presque 2 mois toute seule. Et en fait, je voyais des trucs trop bien et j'étais là, ah, fais chier. J'ai envie de le partager. Sans pour autant blablater toute la journée, tu vois, mais juste te dire, ah putain, regarde là, je suis en train de faire un truc de ouf. J'en ai marre d'être seule, tu vois. Ouais, mais tu vois, sur le chemin, en fait, tu vas partager avec les gens le soir, parce que souvent tu les retrouves au refuge. Et si tu vas au refuge, si tu vas dans les gîtes, en fait, tu as les grands dîners sur les grandes tables, et c'est là où tous les gens vont commencer à partager, à raconter. Et les gens racontent leur vie, te posent des questions sur ta vie. Tu as de toutes les origines, de tous les pays, parce qu'il y a vachement d'étrangers qui le font aussi, le chemin. Bah oui, parce qu'en plus, tu as des départs depuis partout en Europe. Oui, et puis c'est hyper connu. Ouais. Par exemple, il y a vachement de Coréens et d'Américains qui le font. Ouais, c'est hyper drôle. Donc en fait, tu as un peu tout et tout le monde se mélange et tout le monde parle. Et en fait, tu n'es jamais seul et tu peux raconter les belles aventures que tu vis. Et c'est là que tu as des synchronicités de fou. Oui, bah oui. Et c'est là que j'ai commencé à expérimenter les synchronicités. Et alors pour revenir sur ce truc de folie qu'on vous a teasé au début, c'est peut-être là-dessus qu'on va conclure cet épisode. Nous, on est un peu spirituel avec Julie, c'est vrai. C'est vrai. On croit beaucoup à l'univers, aux synchronicités de la vie. Mais je crois que des fois, on croit aux synchronicités, mais qu'elles nous étonnent encore, non? Ouais. Donc là, vas-y, comment raconte. ça s'est passé? Je me souviens plus. Qu'est-ce qu'on était en train de dire? Eh ben, on parlait d'une de mes amies, donc on va pas la citer, hein. Non. On parlait d'une de mes amies, je crois que c'était ça. Et je disais, ah oui, parce que c'est une de mes amies de tel endroit. Et je lui dis, elle est thérapeute. Et Julie me dit... Je suis allée voir une thérapeute. Exactement. Et je dis, ah oui, mais elle fait ça, elle fait ça, elle fait ça. Et Julie me dit, mais attends, mais c'est elle. Mais j'avais complètement oublié que j'étais allée la voir, en fait. Que j'avais participé à cette session. Et en fait, c'est une amie très proche de toi. C'est une très, 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 très bonne amie à moi. Et d'ailleurs, je sais qu'elle écoutera ce podcast à un moment, donc je la salue parce que je sais que le chemin de Saint-Jacques, ça va lui parler. Parce que c'est une grande fan. Mais attends, quand est-ce qu'elle a fait son chemin? Je crois qu'elle m'a parlé de cette histoire aussi. Oui, elle avait commencé au moment où tu as été la voir. Ouais. Et ce qui est incroyable, c'est que du coup, on se rend compte qu'on s'est rencontrés ici avec Julie, parce que ça, on ne l'a pas précisé, mais on s'est rencontrés ici en Argentine. On vit aujourd'hui dans les Sierras Chicas de Cordoba. Donc ça, c'est au nord de la ville de Cordoba. Et c'est paumé. Enfin, c'est paumé. C'est pas 500 habitants, mais voilà, ça reste pour les Argentins. Ils vous diront toujours, c'est très calme, mais c'est très paumé. Oui. C'est pas les villages dans lesquels on a vécu, mais voilà. Et en fait, on savait déjà qu'on avait vécu à 40 km l'une de l'autre. En France. Ce qu'on savait pas, c'est qu'on avait en plus des gens en commun.
c'est qu'on avait en plus des gens en commun et dont une amie très proche. Et ça, en fait, on a commencé cet épisode avec ça et je crois qu'on s'en est pas encore remis. Non. C'est-à-dire, c'est fou comme la vie, quand elle veut rassembler les personnes ensemble. Ouais. Il y a un truc jamais, japonais, non. je sais pas si tu as déjà entendu parler de ce truc-là, il y a un truc japonais qui dit, ça s'appelle le lien ou je sais pas quoi, et qu'en gros, ça réunit des personnes au moment où c'est opportun pour elles, mais qu'elles peuvent s'être croisées plein de fois dans leur vie, Sans savoir. sans le savoir, mais que du coup, à un moment donné, ça, c'est fait pour se percuter. Et ça s'appelle comment? Je crois que C'est ça. c'est la théorie du lien rouge ou un truc comme Ah. ça. Et en fait, c'est hyper drôle parce que j'ai vraiment l'impression que c'est ça. Bah C'est-à-dire qu'on était au même endroit, Au même moment. au même moment, mais c'est maintenant qu'on se percute. C'est fou. Et je crois que c'est une bonne conclusion pour ce premier épisode qui est déjà pas mal. Ben ouais. Merci Julie. Ben merci à toi. Et ben on vous retrouve, j'espère, très bientôt. Évidemment, laissez-nous un commentaire, un like, c'est notre premier épisode, on sait pas ce que ça va donner. On sait pas. Donc dites-nous, faites-moi un commentaire si ça vous plaît, si vous aimez ces discussions. Et puis voilà, puis je sais pas où ce sera disponible, sûrement sur Spotify, Apple Podcast peut-être, Deezer sûrement, et sur Et YouTube, YouTube. si on monte la vidéo. Copine de visa. On fait des bisous. Bonne soirée. À très vite, bisous.